Ben voilà, ça c'est déjà un beau programme. Célia, est-ce que tu es motivée? Tu es en forme là? Je suis motivée, ouais, ça va. Alors, je voudrais juste te dire par rapport donc à mon module, donc c'est sur la non-violence, et je ne suis pas toute seule dans l'équipe. J'ai 4 personnes qui travaillent, enfin retravaillent derrière moi un petit peu les contenus, qui sont Anton, que j'avais interviewé sur mon podcast pour ceux qui arrivent, qui s'appelle La force de la non-violence, qui est à la fois paysan, enfin agriculteur, et il crée un écolieu en ce moment, et militant chez Extinction Rébellion. Geneviève Boucher-Wilson qui est à la CNV, vice-présidente de l'Association de la communication non violente, donc à la fois médiatrice et formatrice en communication non violente. Et Ariane et Benoît Tirant, que je viens seulement d'interviewer, mais ça a été une magnifique rencontre. Et on a, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans la non-violence. Ils ont une association belge qui s'appelle Sortir de la violence. Ils ont travaillé avant en Amérique du Sud. Donc voilà, je voulais quand même dire que j'étais pas du tout toute seule. Et aujourd'hui, donc je vais essayer de défricher un petit peu cette terre inconnue qu'est la non-violence. De parler, de démonter quelques préjugés. Je pourrais pas tout faire, hein. Bon, moi, ça va dépasser un peu 8 minutes, ça me paraît évident, mais, mais je vais quand même essayer de me restreindre. Alors, je vais essayer de partager mon écran. J'espère que je vais y arriver. Alors, Donc, pendant que tu partages, moi je vais juste redire que vous pouvez retrouver effectivement les interviews de Anton et puis de Benoît et Ariane sur le podcast de la non-violence, La force de la non-violence, c'est ça, c'est bien. oui, c'est ça. Et puis il y a une chaîne YouTube qui s'appelle La force de la non-violence, sur laquelle vous pouvez retrouver aussi, où il y a des interviews de gens qui sont extrêmement intéressants, qui ouvrent plein de possibles, plein de possibles d'actions non violentes. C'est pas juste attendre qu'on se fasse taper dessus et rester comme un bisounours dans un coin. Au contraire, que ce soit Anton ou tous les autres, ils sont en train de forger un avenir désirable. Et ça, moi, je suis admiratif à chaque fois que je les écoute. Voilà. C'est à toi, Célia ? Oui, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez? Non. Là, on voit rien. il y a rien. Oh là là, c'est pas vrai. J'ai fait écran entier. Il fallait pas faire écran entier? Si, fais écran entier, ça marche bien. Normalement, ça devrait marcher. Là, vous voyez quelque chose? Non, il faut que tu ailles jusqu'au bout du partage et qu'ensuite je remonte l'écran. Bah là, j'ai été jusqu'au bout. Alors, ça ne fonctionne pas. Attends. Alors, je vais faire StreamYard. Autoriser. Et là, voilà. Là, ça va être bien. Ça marche? Ouais, ok. Voilà. Donc, démonter les préjugés sur la non-violence. C'est pas une mince affaire. Alors, un des premiers préjugés, peut-être celui qu'on entend le plus, c'est d'assimiler la non-violence à la passivité ou la lâcheté. L'idée que la non-violence ce serait une forme de retrait. Alors déjà, dans le mot non-violence, il y a l'idée de dire non à la violence, la mienne et celle des autres. Donc il faut avoir le courage de s'affirmer et le courage d'affronter l'autre. Et donc, l'un des premiers principes de la non-violence, c'est d'agir pour arrêter la violence. Agir jusqu'à même parer de son corps, s'il le faut, la violence. Je donne un exemple, je ne sais pas si vous connaissez Vandana Shiva, qui est une militante écoféministe indienne, qui a créé plein de mouvements de femmes, semencières, etc. Et elle a fait partie d'un mouvement très connu contre la déforestation qui s'appelle Chipko. Et l'une de leurs actions, c'était quand elles avaient l'information, parce que c'est un mouvement de femmes, quand elles avaient l'information que des bulldozers allaient abattre une forêt, elles montaient aux arbres et elles disaient, si vous voulez abattre cet arbre, abattez-moi avec. Et donc voilà, la non-violence, c'est en fait une voie qui veut protéger le vivant jusqu'à prendre le risque même d'y laisser sa vie. Et c'est vrai qu'en général, on croit que face à une violence ou face à un stress, il y a deux réponses possibles. On est conditionné à penser ça, soit la passivité, soit une contre-violence. Et la non-violence, c'est une troisième voie, qui est une voie paradoxale, qui va être extrêmement, on va dire, catégorique sur le fait de dire non à la violence, qui va refuser la violence, mais qui va en même temps, à chaque fois qu'elle va dévoiler, dénoncer une violence, essayer de préserver ce qu'il y a de vivant dans l'adversaire, donc l'humain. Et donc c'est une voie, on va dire, une voie du milieu, mais qui n'est pas une voie tiède. C'est une voie extrêmement radicale, qui va à la racine de la violence. Et aussi, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la passivité, c'est une forme de violence. C'est une violence déjà contre soi, puisqu'on s'écrase plutôt
que s'affirmer face à la violence plutôt que dire non. On s'écrase et par conséquence, on laisse faire la violence, on ne l'arrête pas et donc on coopère finalement malgré nous à la violence. Donc ça ne peut pas être la même chose que la non-violence, la passivité. Et alors le deuxième préjugé qui découle un peu de ce premier dont je parlais, c'est cette idée que voilà, la non-violence, ce serait une peur du conflit, refuser, fuir le conflit. Déjà, je pense qu'il faut revenir à ce que c'est un conflit et à quel point c'est constitutif de la vie. Un conflit, c'est le choc entre deux forces en présence. Alors choc, vous me direz, oui, mais choc, ça peut être violent. Oui, ça peut être violent. Mais en fait, c'est nécessaire à la vie le fait qu'il y ait une diversité et que dès qu'il y a plusieurs forces en présence, eh ben, il y a des différents points de vue, etc. Moi, par exemple, je suis comédienne, c'est mon autre métier. Et à chaque fois qu'on analyse une scène, une situation, dans une pièce de théâtre par exemple, la première question qu'on se pose, c'est quel est le conflit? Parce que dès qu'il y a, même dans un monologue d'ailleurs, conflit avec soi-même, mais dès qu'il y a une, deux, trois personnes ensemble, ben, il y a des mondes en fait qui sont ensemble. Et c'est ça qui fait la richesse de la vie, c'est ces frottements qui font la richesse de la vie. Alors évidemment que ça peut aussi, quand il y a des désaccords profonds ou quand il y a des conflits qui sont latents, qui ne sont pas dits, ça peut déboucher sur de la violence. Donc l'un des principes de la non-violence, c'est plutôt d'aller chercher justement cette violence latente et de réhabiliter le conflit et d'en faire quelque chose. Parce que le conflit, il a un pouvoir créateur. On peut arriver à force de discussion, à force d'écoute, à force d'expression de soi, à enrichir la relation, à trouver des accords. Et puis, quand les désaccords sont très profonds, quand c'est très difficile, on peut aussi apprendre, même d'ailleurs, de toute façon, je pense qu'il faut l'apprendre très rapidement, on peut apprendre à résoudre les conflits sans violence, parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en fait. On pense, voilà, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, les deux voies. On pense souvent qu'il y a que deux voies possibles face à la violence. En fait, on peut apprendre, si on a des profonds désaccords, si on veut dire non à une violence, à résoudre un conflit sans violence. Alors j'ai mis un exemple parmi d'autres, évidemment, il y en a plein des outils. Mais ce processus, c'est le plus connu, c'est celui de la communication non violente qui a été mis en place par Marshall Rosenberg, qui permet justement déjà d'identifier ses propres besoins, de mettre des mots sur ses émotions, de dire non, de poser des limites, mais aussi d'écouter l'autre, d'écouter au-delà des mots qui sont parfois violents. Il a écrit un livre, Marshall Rosenberg, qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Et souvent, quand il y a violence, c'est une expression, la violence. Donc c'est une expression qui trouve un chemin. Ce chemin, il n'est pas forcément adéquat, mais c'est quand même une expression. Donc on peut essayer d'aller chercher derrière ce qu'il y a comme besoin et trouver des stratégies communes qui conviennent à chacun, chacune. Et dans cette idée, encore une fois, que la non-violence, ce serait une fuite du conflit, donc ce préjugé, on amalgame très souvent la non-violence au pacifisme. Alors évidemment qu'il y a beaucoup de points communs dans la non-violence et dans le pacifisme. D'ailleurs, Louis, quand je t'avais interviewé, tu avais dit que l'horizon de la non-violence, c'était la paix. Oui, mais la paix s'entend comme un processus. La paix ne peut pas être quelque chose de stable, une harmonie qu'on aurait acquise pour toujours et qui resterait ainsi. Enfin là, ça c'est pas vivant en fait. La vie, ça c'est un éternel recommencement et un mouvement perpétuel et en même temps un enrichissement perpétuel. Et le pacifisme, un de ses écueils, justement, c'est de vouloir éviter, vouloir avoir la paix, en fait, un petit peu. Et donc, de vouloir éviter le conflit, éviter la guerre, par exemple. Il y a un exemple assez connu pour ça, qui sont les accords de Munich, qui ont été signés en 1938, où la France et l'Angleterre ont laissé Hitler, où ils l'ont laissé annexer la région des Sudètes en Tchécoslovaquie. Et donc, ils ont laissé faire cette violence pour éviter la guerre. Mais en fait, bon, déjà, ils ont eu la guerre quand même, mais en fait, ils ont juste voulu rester dans leur zone de confort et ils ont laissé faire, une violence au peuple, à la nation de la Tchécoslovaquie. Et là, on peut vraiment dire que la non-violence, c'est exactement l'inverse. Ça va plutôt aller là où il y a du cambouis, mettre les mains dans le cambouis et dénoncer les violences et surtout pas laisser faire des violences pour mettre la tête dans le sable et avoir la paix. Et ça m'amène un petit peu à ce troisième préjugé
qui serait que la non-violence, c'est une absence de violence. C'est un peu, alors là, pour le coup, je trouve que c'est un peu l'ambiguïté du terme non-violence qui plaît pas à grand monde, hein, même dans les milieux non-violents. On n'a jamais trouvé mieux pour traduire cette ahimsa dont parle Gandhi, qui est donc absence de nuisance, et puis qui en plus, Gandhi, il a développé plein d'autres termes, hein, dans la non-violence, donc c'est pas seulement absence de nuisance. Et puis dans non-violence, on entend un peu une négation de la violence. Or, c'est plutôt l'inverse, ce que je disais juste avant, c'est que la non-violence va plutôt révéler la violence, va aller dans les lieux de la violence, les lieux de guerre, voilà, je sais pas, il y a des gens qui font l'intervention civile de paix, ou il y a des médiations qui se font dans des lieux où il y a eu des génocides, au Rwanda par exemple, il y a un travail extraordinaire actuellement qui se fait sur des réconciliations entre des génocidaires et des victimes du génocide, entre les Hutus et les Tutsis, enfin des Hutus sur les Tutsis. Et la non-violence, elle va révéler aussi les violences psychologiques, structurelles, parce que si on les dénonce pas, si on les révèle pas, évidemment, on peut pas, si on les voit pas, on peut pas les rétablir la justice. Et ensuite, la non-violence, ça peut pas être l'absence de violence, puisque toute action non violente, alors d'un point de vue politique, mais même dans la relation, toute action non violente se confronte à la violence de l'adversaire de différentes manières. Par exemple, déjà dans les luttes politiques, on a très souvent affaire à la police qui va protéger le pouvoir, et le pouvoir il aime pas qu'on mette le doigt sur sa violence et sur ses défaillances, donc il va envoyer ceux qui le protègent. Il y a énormément de militants, par exemple écologistes non violents, qui sont fichés S, sont traités comme des terroristes, même sont assassinés chaque année, sans parler de tout ce qui passe les gilets jaunes. Et puis aussi dans, par exemple, la sphère relationnelle, c'est rare en fait les personnes qui acceptent qu'on pointe du doigt leur violence. Donc notre action peut être aussi vécue comme violente par la personne en face, même si on veut l'écouter le mieux qu'on peut, même si on est dans le respect, on n'est pas maître aussi de la violence en face. Et la non-violence ne peut pas être un principe absolu. Je pense que ça, je l'ai bien montré déjà, mais ça, c'était Jean-Marie Muller qui en parlait. Jean-Marie Muller, qui est un philosophe français, qui est très peu connu malheureusement en France, alors qu'il est très connu dans certains pays, qui a le plus écrit sur la non-violence, et qui vient de nous quitter là en décembre 2021. Et il expliquait que absolu, ça veut dire étymologiquement délié de la réalité, et relatif relié au réel. Et la non-violence, elle a besoin sans cesse d'être reliée au réel, sinon ça devient une idéologie où en effet, ce serait accessible qu'à des saints qui auraient réussi à éradiquer toute violence. Alors que non, la non-violence, c'est plutôt une transformation, circonscrire la violence. La violence fait partie de la vie et on peut pas la nier. Et là, j'ai mis une phrase d'ailleurs de Benoît et Ariane Tirant. Être non-violent, ce n'est pas ne jamais être violent, c'est devenir de plus en plus conscient de sa violence et ne pas chercher à la justifier. Et je pourrais aussi rajouter ce que me disait Margaret Hiller, qui est aussi une de mes invitées, qui est responsable de l'Arche. Alors, l'Arche, ce sont des communautés, il y en a 3 en France, qui vivent selon les principes de la non-violence et de la spiritualité. Et elle racontait que donc ils vivent dans les contreforts du Larzac, et les voisins les appellent les non-violents sur la montagne. Et elle dit, on ne cesse de leur expliquer qu'on n'est pas non-violent en fait, c'est un chemin, c'est un processus, la non-violence, c'est certainement pas un résultat. Et pour finir, le dernier préjugé que j'ai sélectionné, c'est cette idée que la non-violence, ce serait uniquement de rester dans la légalité. Alors ça, c'est beaucoup, on entend énormément ça dans le milieu militant. Ça vient ça on y reviendra, mais ça vient d'un livre qui a amalgamé beaucoup la non-violence à l'idée que c'est faire des manifs, faire des pétitions et aussi lancer des procédures judiciaires. Alors évidemment, c'est une partie du travail qu'on peut faire dans la non-violence, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que la non-violence, en son cœur, en son sein, même son ADN, je dirais, c'est la désobéissance civile. Tout simplement parce que Gandhi l'a théorisé, en parlant de satyagraha. Le père celui qui l'a inspiré, c'est Thoreau, qui a écrit la désobéissance civile. Il y a aussi Tolstoï qui a fait de la désobéissance civile. Et puis la légalité ne peut pas se confondre avec la légitimité.
c'est Martin Luther King qui disait que chacun est responsable moralement de désobéir à une loi injuste. Et quand on dit que l'État a le monopole de la violence légitime, c'est Max Weber qui disait ça. Non, l'État, il a le monopole de la violence légale. Aucune violence n'est légitime en soi. Et donc voilà, dire que la non-violence c'est égal à la légalité, c'est pas un contresens, mais je veux dire c'est vraiment faire disparaître tout un pan de la non-violence et tout le danger qu'elle peut représenter. Parce qu'évidemment, dès qu'elle passe dans la désobéissance civile, elle est assimilée à de la violence par le pouvoir, ce qui est très pratique. Donc quand j'entends que la non-violence est un truc de bisounours, inefficace, etc., bon, déjà, ça me fait mal au cœur, évidemment, pour tous ces gens qui sont morts. Hein. Gandhi, Martin Luther King, ils sont morts, et c'est bon, les plus connus, mais il y a, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, des militants qui meurent chaque année. Et aussi, je trouve que c'est exactement le même procédé que quand on nous traite de complotistes, de conspirationnistes. C'est un mot qui ferme à la pensée, qui enlève toute capacité de percevoir la subversivité de la non-violence. Et c'est très pratique pour le pouvoir, ça sert complètement le pouvoir, évidemment, ce genre de mots. Parce que quand il y a de la violence, c'est dans les luttes, ça aide le pouvoir, parce qu'il peut légitimer sa répression. Alors que, donc, évidemment, ça ne le sert pas qu'on pense que c'est subversif, la non-violence. C'est très bien si c'est un truc de bisounours. Et pour parler de l'efficacité de la stratégie d'action non violente, alors ça, je pense qu'il faudra vraiment qu'on fasse un point sur ce que c'est, sur cette histoire, mais j'ai juste évoqué les études d'Erika Chenoweth et Maria Stepan qui ont écrit un livre qui s'appelle Pourquoi la résistance civile fonctionne. Elles ont écrit il y a 10 ans, plus de 10 ans aux États-Unis, et ça vient seulement de sortir en France. Et Erika Chenoweth, elle croyait pas à la non-violence. Elle voulait en fait prouver par ses études que la lutte violente est plus efficace. Et en fait, elles ont étudié plus de 300 guerres civiles, occupations, luttes, etc. à travers le monde. Et elles ont découvert que elles ont découvert que les luttes non violentes radicales étaient 2 fois plus efficaces que les luttes violente, et surtout que ensuite le pouvoir mis en place était plus démocratique. Voilà, ça c'est juste pour faire un petit point rapide, parce que je pense que ça demande des développements. Et je ne peux pas ne pas parler, pour parler d'efficacité de la non-violence, de la culture de la violence dans laquelle nous baignons bien souvent inconsciemment. Alors actuellement, je crois qu'on le voit, c'est visible, ça devient visible, mais c'est quelque chose qui était latent et qui était déjà là avant. Et cette culture de la violence, c'est un conditionnement qu'on a reçu dans l'enfance. Et ça, je pense qu'on va se rejoindre beaucoup avec Marie sur cette idée que la non-violence éducative, c'est une nécessité pour passer d'une société violente à une société non violente. Parce que si on est conditionné à obéir dès l'enfance, donc à ne jamais écouter notre voix intérieure, donc ce qui nous paraît juste, mais à se conformer au desiderata des adultes qui sont... c'est bien. Je sais pas si... vous m'entendez plus? On parlait de non-violence éducative. Et là, tu as été censuré. Si on est conditionné à obéir... Vous m'entendez là? Ouais. Tu disais, si on est conditionné à obéir, et on t'a perdu. Oui. Conditionné à obéir, et là, vous m'entendez ou pas? C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Ouais, on t'entend bien. Ouais. Donc, je disais que oui, si on est conditionné à obéir dès la plus tendre enfance, et donc à se conformer aux desiderata des adultes, qui évidemment nous dominent pour notre bien, et ben après on va devenir des adultes qui trouvent qui acceptent que le gouvernement nous dicte des lois iniques pour notre bien. Voilà, donc c'était pour finir sur cette petite note et sur cette idée que la non-violence est une approche globale qui va de la non-violence éducative à la stratégie d'action non-violente en passant par la non-violence envers la terre. Donc ça regroupe beaucoup de choses qui sont dites, je pense, dans cette émission en général. Et j'ai mis juste quelques petites références pour finir, donc des articles sur le site de mon podcast, La force de la non-violence. Alors j'en ai mis 2, mais tous les articles, je pense, peuvent lever quelques préjugés. La mère de toutes les violences ou le père, et comment la violence sert l'État.
Et les ouvrages, j'en ai mis quelques-uns aussi. Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes. Donc ça, c'est sur la stratégie d'action non violente. Je vous conseille parce qu'il est très bien fait, très simple, très drôle, bien écrit et on en apprend pas mal sur les piliers du pouvoir et comment essayer de les faire tomber. C'est pour ton bien d'Alice Miller, donc qui est une psychanalyste allemande qui a très bien montré comment l'éducation des futurs nazis avait permis l'accession au pouvoir d'Hitler et surtout la mise en place du nazisme. Éducation violente, évidemment, très violente. Et les livres de Jean-Marie Müller, le philosophe dont j'ai parlé, qui permettent de clarifier beaucoup de concepts. Voilà. J'ai hâte de partage d'écran. Merci beaucoup, Célia, pour ces clarifications et puis ce programme alléchant. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, moi, d'aller lever des ambiguïtés et puis de montrer que c'est un chemin intéressant, joyeux et constructif et extrêmement puissant, inarrêtable, réellement, à mon sens, même si il y a plein de discussions et puis c'est un chemin, quoi. Hein. Il y a des moments où ça se réveille à l'intérieur et pour faire tomber un petit tyran en face, on serait tenté d'aller sur quelque chose d'un peu plus violent. Mais voilà, on est seul, tout petit et sans armes, donc il va falloir faire autrement.